Une infirmière est la seule à aider un jeune homme en haillons sous la pluie, et elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui se passerait 6 ans après sa générosité. La nuit est calme, bien qu'il y ait une légère bruine. Jade, une jeune infirmière de 24 ans, vient de terminer sa garde de nuit lorsqu'elle décide de s'arrêter au restaurant ouvert 24 heures sur 24 qu'elle fréquente chaque fois qu'elle doit se rendre à l'hôpital la nuit. Il est presque 3 heures du matin et la pluie commence à s'épaissir. Les gouttes battent contre les vitres, créant un son rythmé et mélancolique. Assise au comptoir, elle discute avec Léo, le propriétaire, tout en savourant son hamburger préféré. Léo, tu ne peux pas imaginer le chaos qui règne à l'hôpital aujourd'hui. Parfois, j'ai l'impression d'être au milieu d'un film dramatique, comme dans ces émissions médicales télévisées, commente Jade, en essayant de garder le moral. L'homme sourit et lui tendit un verre de soda. Mais vous vous en sortez toujours si bien. Je ne sais pas comment vous faites. Je préfère vendre mes hamburgers. Les gens m'ennuient. Elle allait répondre quand la porte s'ouvrit brusquement, apportant avec elle un vent froid et un jeune homme désespéré. Le garçon en haillons était trempé, ses cheveux collés à son front, et il frissonnait intensément, que ce soit de froid ou de peur. Ses yeux balayaient frénétiquement la zone, cherchant toutes les personnes présentes dans la cafétéria, et son odeur forte et désagréable se répandait dans l'air. « S'il vous plaît, aidez-moi, ils me poursuivent », cria le jeune homme en haletant. Les clients du restaurant font la grimace, visiblement gênés par la présence de l'étranger. Le patron, irrité, s'approcha de lui d'un air sévère. « Sortez d'ici, Phil. »« Je ne veux pas d'ennui dans mon établissement, » dit Léo en montrant la porte. Le garçon, suppliant, tente de faire valoir qu'il a vraiment besoin d'aide. Mais l'homme n'est pas disposé à l'écouter. « Tu vas acheter quelque chose ici ? » ?»« Non, c'est ce que je pensais. »« Maintenant, foutez le camp, je me fiche de savoir qui vous suit. » Les larmes aux yeux et l'air vaincu, le jeune homme repart en courant sous la pluie, laissant derrière lui un silence gênant. L'infirmière, indignée, lance un regard au propriétaire de l'établissement. « Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, Léo. Depuis quand êtes-vous si insensible ? C'est vraiment décevant. » Elle s'empresse de commander un autre hamburger tandis que Léo, encore surpris par sa réaction, prépare la commande en silence. Jade paya et quitta le restaurant, l'esprit retourné par l'incident. En marchant sous la pluie, elle repense au jeune homme effrayé et à l'indifférence des gens. Comment peuvent-ils être aussi cruels ? La pluie battait les rues, mais son esprit était fixé sur le garçon qui avait été expulsé du dîner. Elle se met à le chercher en l'appelant à haute voix. « Mon garçon, où es-tu » Mais il n'y a pas de réponse. Marchant sous la pluie, qui devenait de plus en plus forte, elle finit par l'apercevoir, recroquevillé derrière une benne à ordures, visiblement effrayé et tremblant. « Eh, tu vas bien ?» Jade l'appela, s'approchant prudemment. « Je ne vais pas te faire de mal. Je suis là pour t'aider. » Le garçon miteux, sale et mouillé, la regarda avec méfiance, mais sa faim parla plus fort lorsqu'il vit le hamburger qu'elle lui tendait. Il le prit et commença à le manger goulûment, la remerciant d'un regard reconnaissant. « Merci beaucoup, madame » murmura-t-il entre deux bouchées. Il lui raconta rapidement qu'il était poursuivi par des gens qui lui voulaient du mal. Poussé par une envie de le protéger, l'infirmière lui a offert un abri dans sa maison pour la nuit. « Vous pouvez dormir chez moi cette nuit. Ce n'est pas sûr de rester ici. »« Viens » insiste-t-elle. Surpris par cette offre, il hésite un instant. Mais finit par accepter. Alors qu'il marchait vers sa maison, il était visiblement mal à l'aise mais reconnaissant de cette générosité inattendue. Une fois arrivé chez elle, Jade lui a montré la salle de bain pour qu'il puisse prendre un bain chaud. Elle lui a également offert des vêtements qui appartenaient à son petit ami, et il l'a remercié, encore incrédule face à sa générosité. Après le bain, elle s'est occupée de ses blessures, qui comprenaient des égratignures et des ecchymoses.
Elle lui demande ce qui lui est arrivé, mais l'homme reste silencieux, comme s'il n'était pas encore prêt à le lui dire. L'infirmière prend les choses en main, traitant chaque blessure avec soin et attention. Le jeune homme la regarde faire, admirant son dévouement et sa gentillesse. « Vous êtes mon ange gardien. Vous le savez, dit-il avec un sourire timide. Je ne saurais trop vous remercier. Tu es arrivé au bon moment. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé aujourd'hui si vous ne m'aviez pas aidé, avoue le jeune homme. Encore un peu secoué, Jade sourit, heureuse d'avoir pu l'aider. Pas besoin de me remercier. J'ai fait ce que tout le monde devrait faire. Vous êtes en sécurité ici. Ils discutent encore un peu. Il se présenta sous le nom de Kevin et la remercia à nouveau, heureux de s'être sorti de cette situation. Ce soir-là, Jade s'est couchée avec le sentiment d'avoir fait quelque chose d'important. Elle lui avait offert son canapé, qui était devenu un refuge et un soin pour quelqu'un dans le besoin, et cela lui donnait un sentiment d'accomplissement et de paix. Le garçon, quant à lui, s'est endormi en admirant la gentillesse d'une inconnue qui est devenue son ange gardien. Le lendemain, par une nuit pluvieuse et maussade, l'infirmière s'est réveillée avec les premiers rayons de soleil qui pénétraient doucement à travers les rideaux. Elle s'étire dans son lit. Sentant le poids de la fatigue d'une longue nuit de travail et de la confusion qui règne dans le restaurant. Ses pensées se tournent immédiatement vers le jeune homme qu'elle a hébergé, et elle veut lui préparer un petit déjeuner. Mais lorsqu'elle est arrivée dans le salon et qu'elle ne l'a pas vu sur le canapé et que les couvertures étaient toutes pliées, elle a commencé à l'appeler. Pas de réponse. « Kevin, où es-tu » cria-t-elle. La porte d'entrée était entr'ouverte, signe qu'il était parti. « Hey boy » cria Jade qui se tenait dans l'embrasure de la porte et regardait autour d'elle. Elle avait prévu de lui préparer un bon petit déjeuner, mais il ne restait plus qu'un vide silencieux. Elle s'assit à la table de la cuisine, pensive, s'interrogeant sur les allées et venues du garçon. Toute cette situation la plonge dans un mélange d'inquiétude et de frustration. La journée à l'hôpital est longue et épuisante. Entre les patients et la procédure, le visage de Kevin lui revient sans cesse à l'esprit. J'espère qu'il a trouvé un endroit sûr, se dit l'infirmière. Mais au fil de la journée, le souvenir du jeune homme s'éloigne de plus en plus, remplacé par les exigences de son travail. Rentrant chez elle épuisée et les pieds endoloris, Jade est surprise par la visite de son petit ami, Théodore. « Je croyais que tu ne venais que demain, » dit-elle, joyeusement surprise. L'homme lui demande comment s'est passée sa semaine et Jade lui raconte l'incident de la veille. Elle lui raconte comment elle a trouvé le jeune homme trempé par la pluie et comment elle a décidé de l'aider. Cependant, contrairement à ce qu'elle attendait, son petit ami a explosé de colère. « Quoi ? Tu as laissé un mendiant dormir ici et tu lui as même donné mes vêtements ?» a réagi son petit ami, dont la voix s'élevait à chaque mot. « Comment as-tu pu être aussi irresponsable, Jade ?» La jeune fille tente de s'expliquer. Mais il continue de s'emporter. « Je voulais juste aider quelqu'un dans le besoin. Il était en danger, » se défendit-elle. « Tu ne penses pas aux conséquences. C'était un sale sans-abri. Tu as risqué ta maison et tu lui as donné mes affaires. » « Il a contaminé mes affaires » s'écrie insensiblement Théodore. La discussion s'est rapidement envenimée et il ne semblait pas s'inquiéter du fait qu'elle s'était mise dans une situation dangereuse. N'importe quel petit ami penserait que s'il était un criminel, il pourrait la voler ou la blesser. Tremblant pour sa sécurité et n'étant pas en colère à cause des 2 vêtements qu'elle a prêtés aux sans-abri, l'infirmière ressent un mélange de tristesse et de colère. Elle n'arrive pas à croire que l'homme qu'elle aime ne voit pas l'importance de son acte de bonté. « Vous exagérez. Je n'ai fait que ce que je pensais être juste. » « Je ne peux pas croire que tu sois aussi insensible, » rétorque Jade, les larmes aux yeux. La dispute s'intensifie, les accusations et les mots durs s'échangent. La jeune fille sent son cœur se serrer. Elle commence à se demander si elle connaît vraiment l'homme avec qui elle est.
Épuisée et vidée de ses émotions, Jade se rendit dans sa chambre et ferma la porte derrière elle. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'elle réfléchit à ce qui s'est passé. Elle savait que ses intentions étaient bonnes, mais la réaction de son petit ami à ses vêtements l'avait fait douter d'elle-même. Ce soir-là, elle s'endormit dans un tourbillon d'émotions, ne sachant pas ce que l'avenir réservait à leur relation. 6 longues années se sont écoulées depuis cette nuit pluvieuse et la vie de J a radicalement changé. À l'âge de 30 ans, elle s'est retrouvée dans un mariage malheureux et déchirant. Elle avait fini par épouser Théodore. Son mari, qui semblait être un homme aimant et compréhensif, était devenu méconnaissable. Au début de leur mariage, il semblait qu'ils allaient être heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Cependant, il est devenu un homme amer, contrôlant et agressif. Il passait ses journées à la maison, souvent à boire, tandis que Jade travaillait sans relâche comme infirmière. Elle était le soutien de famille, s'occupait des dépenses et de l'entretien de la maison. Son mari, quant à lui, semblait s'être perdu dans un cycle d'autodestruction, sortant souvent boire, et comme Jade le soupçonnait, fréquentant également d'autres femmes. La communication entre le couple s'est détériorée au point d'être presque inexistante. La femme se sentait de plus en plus isolée et malheureuse. Elle essayait même de garder espoir, se rappelant les moments heureux qu'ils avaient partagés dans le passé, mais ses souvenirs s'éloignaient de plus en plus. Un jour, après avoir beaucoup insisté, l'infirmière réussit à convaincre son mari de sortir pour un dîner romantique. Elle souhaitait retrouver un peu du lien qui les unissait autrefois. Il accepte, mais le dîner est tendu et inconfortable. Son mari parle à peine, se limitant à des réponses monosyllabiques et à des regards distants. Sur le chemin du retour, dans une rue sombre, Jade aperçoit un sans-abri qui lui demande de l'argent. Prise de compassion, elle décide de l'aider, mais ce geste déclenche la fureur de son mari, qui explose de rage. « Tu n'as toujours pas appris ? Tu as aidé ces sales pueurs, s'écrie-t-il, se souvenant de l'incident survenu des années auparavant, lorsqu'elle avait ramené un homme en haillons à la maison. Jade tente de s'expliquer en disant qu'elle n'a fait que donner quelques pièces à l'homme, mais ses paroles ne font qu'attiser la colère de son mari. « Tu me fais honte, femme. Je ne sais pas comment je peux être mariée à quelqu'un comme toi, a-t-il poursuivi, chaque mot sortant comme un coup porté au cœur de sa femme. La dispute s'est intensifiée jusqu'à ce qu'il rentre à la maison et que, dans un moment de rage incontrôlable, son mari la frappe. Jade a été choquée et terrifiée par cet acte violent en une fraction de seconde, alors qu'elle voyait la main de son mari se lever pour la blesser. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme avec lequel elle partageait sa vie pouvait aller aussi loin. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'elle essaie de comprendre ce qui se passe. La douleur physique est intense, mais la douleur émotionnelle est encore plus profonde. Elle savait que quelque chose devait changer, qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cette situation, le cœur brisé et le corps endolori. Jade a pris une décision, il était temps de mettre fin à ce mariage toxique et de commencer à reconstruire sa vie loin de cet homme qui était devenu un étranger pour elle. Elle méritait mieux. Elle méritait d'être heureuse, mais après avoir prononcé les 4 mots « je veux divorcer », les choses ont empiré. Il a complètement perdu le contrôle et s'est mis à la poursuivre pour, comme il l'a dit, en finir avec elle. Cependant, Jade a jeté un vase à la tête de Théo, le faisant tomber et le rendant tout contusionné. Elle a couru jusqu'à l'hôpital où elle travaillait, criant à l'aide, déjà soutenue par certaines des infirmières présentes. Mais cette femme n'aurait jamais pu imaginer ce que le destin lui réservait cette nuit-là. Les infirmières l'ont emmenée dans une chambre et lui ont dit que le médecin responsable serait bientôt là. La seule chose qu'elle ignorait, c'est qu'elle serait immédiatement prise en charge par le médecin qui venait d'être engagé par l'hôpital. L'homme entre dans la chambre et, en voyant la jeune fille, s'exclame avec surprise des mots qui font presque s'arrêter le cœur de Jade pendant une minute. « Oh, vous êtes cette dame, mon ange gardien. » L'infirmière, confuse et ébranlée, n'en croit pas ses yeux. Se pourrait-il que l'homme devant elle soit Kevin,
le même sans-abri qu'elle avait aidé il y a des années? Mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé, virgule, lui dit-il en attrapant le matériel de premier secours pour soigner ses blessures. C'est alors qu'elle a vu l'inscription sur son badge, Kevin O'Donnell, médecin généraliste. La jeune fille n'en revient pas. C'est bien lui. Mais comment? C'est alors qu'il a commencé à raconter son histoire. Il s'est avéré que le garçon n'était pas un sans-abri, comme le pensait l'infirmière. En fait, il était le fils d'un homme d'affaires prospère et, à l'âge de 25 ans, il était en 5e année de médecine lorsqu'il a été kidnappé par un gang qui voulait demander une rançon à son père. Après une semaine de captivité, il a réussi à s'échapper, ce qui l'a laissé dans cette situation déplorable en cette nuit pluvieuse. Il a poursuivi en disant, « Vous aviez l'air d'un sans-abri, mais vous avez été mon ange cette nuit-là. Sans ton aide, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. » Après avoir dormi chez elle, il s'est réveillé tôt et, pensant que son petit ami allait bientôt arriver, il a pris peur et est parti dans la rue. Il a rencontré quelqu'un qui lui a prêté son téléphone portable et a appelé son père, qui est venu le chercher. Jade, encore sous le choc, a du mal à comprendre cette incroyable coïncidence. Le médecin lui explique qu'il n'est jamais revenu la remercier en personne parce qu'il ne se souvenait pas de son adresse. « J'ai toujours voulu vous rencontrer à nouveau. Je suis désolé de ne pas être revenu, lui a-t-il dit gentiment en posant un pansement sur son front. Aujourd'hui, à 31 ans, le jeune homme avait été embauché dans cet hôpital sans jamais penser qu'il rencontrerait un jour la jeune fille. Jade essayait d'assimiler tout cela lorsque son mari, furieux, a fait irruption dans l'hôpital en criant son nom et en disant qu'il allait la tuer. Le personnel, les agents de sécurité, s'est rendu compte de la situation, a réussi à le maîtriser et a appelé la police. L'homme a été arrêté pour agression et pour une série d'autres chefs d'accusation. La jeune femme était enfin libérée de cette relation abusive. Assise dans la salle d'urgence pour soigner ses blessures, l'infirmière éprouve un mélange de soulagement et de stupéfaction. La vie avait pris un tournant inattendu. Elle regarde Kevin, les yeux pleins de larmes. « Je n'aurais jamais imaginé, dit-elle, la voix tremblante, que vous étiez la dernière personne que je m'attendais à voir aujourd'hui. » Le médecin, avec un doux sourire sur le visage, a répondu, « Parfois, la vie nous surprend de la manière la plus incroyable qui soit. Vous étiez mon ange et maintenant, d'une certaine manière, je suis le vôtre. » Jade a enfin senti qu'un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait, un chapitre où elle ne serait plus prisonnière d'un mariage abusif, mais libre de poursuivre son propre bonheur et, qui sait, un nouvel amour. Après la fin mouvementée de son mariage et l'emprisonnement effectif de son ex-mari, l'infirmière a trouvé un nouveau bonheur dans son travail et, en particulier, dans sa proximité croissante avec Kevin, le médecin qu'elle avait sauvé il y a des années. Au fil du temps, ce qui n'était au départ qu'une gratitude et une admiration mutuelle s'est transformé en un amour profond. L'histoire de leur rencontre, encore une fois guidée par le destin, est devenue une légende à l'hôpital, inspirant tous ceux qui l'ont entendue. Vous étiez faits l'un pour l'autre, ont souvent commenté leurs collègues et amis, ravis de la coïncidence presque magique qui les a réunis. La relation entre Jade et Kevin s'est épanouie, fondée sur le respect, l'affection et une profonde compréhension de la valeur de la gentillesse et de la compassion. Ils sont devenus inséparables, partageant non seulement leur amour l'un pour l'autre, mais aussi un désir commun d'aider et de guérir les autres. Au fil du temps, ils ont évidemment décidé de franchir une nouvelle étape dans leur vie. Jade s'est remariée, cette fois avec un homme qui non seulement l'aimait, mais la respectait aussi comme son ange gardien. Le mariage a été une célébration simple mais profondément significative, entourée d'amis, de membres de la famille et d'un grand nombre de personnes qui ont vu leur amour grandir. Le couple, uni par un passé extraordinaire et un présent heureux, a rapidement eu des enfants, à qui ils ont tous deux raconté avec plaisir, en grandissant, l'incroyable histoire de leur rencontre.
L'histoire de cette infirmière et de son médecin est devenue un rappel constant à tous ceux qui les entourent que les actes de bonté et de compassion les plus inattendus peuvent parfois conduire au destin le plus heureux. Et si vous aimez cette histoire, je suis sûre que la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous touchera aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de nous donner un coup de pouce et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Rendez-vous dans la prochaine histoire qui réchauffe le cœur. Bonjour, je suis une femme d'une 50aine d'années. J'ai un jeune frère qui a 10 ans de moins que moi. J'ai de bons souvenirs de l'avoir porté sur mon dos pendant que je cuisinais et que j'étudiais. Nous avons grandi dans une ferme à la campagne et notre situation financière n'était pas aisée, comme celle de nombreuses familles qui appréciaient les fils à l'époque. Cependant, nous avons toujours fait de notre mieux pour subvenir aux besoins de mon jeune frère, né plus tard. Mon frère avait une grande personnalité et était doué pour le sport, ce qui le rendait populaire et faisait de lui le centre d'attention partout où il allait. Moi, en revanche, j'étais plus calme et je ne pouvais m'empêcher de l'envier. Malgré cela, mon frère m'a toujours soutenu et aidé dans les tâches ménagères. Il était comme un meilleur ami pour moi. Lorsque mon frère a exprimé son désir de jouer au baseball, je me suis donné pour mission de convaincre nos parents de le laisser poursuivre sa passion. Je savais que notre famille ne pouvait pas se le permettre, mais j'ai promis de trouver un emploi après le lycée pour soutenir les rêves de mon frère. À l'époque, j'étais en première année de lycée et j'ai donc attendu patiemment pendant environ 1 an jusqu'à ce que je trouve un emploi à temps plein. Au départ, j'avais l'intention d'aller à l'université et d'étudier un métier, mais je me suis rendu compte que je devais en priorité gagner de l'argent rapidement pour m'occuper de mon jeune frère. Voir mon petit frère jouer au baseball et s'amuser m'a procuré un immense bonheur. Juste après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai trouvé un emploi d'employé de bureau dans une entreprise. Bien que j'ai commencé comme simple employé de bureau, l'entreprise était suffisamment petite pour que mon patron me confie des tâches de comptabilité. J'ai pris sur moi d'étudier tout ce qui était nécessaire à la pratique de la comptabilité. J'ai travaillé avec assiduité pour m'adapter à mon rôle dans l'entreprise. Pendant ce temps, mon jeune frère continuait à exceller au baseball et a rejoint l'équipe de baseball de l'école primaire. Malgré le nombre limité de membres dans notre école en zone rurale, les capacités motrices exceptionnelles de mon frère l'ont amené à devenir le 4e frappeur. Il a fini par intégrer un collège réputé, doté d'un programme de baseball réputé. En ce qui concerne ma carrière, j'ai changé d'emploi et j'ai rejoint le bureau d'un comptable dans une petite ville. Il s'agissait d'une entreprise plus importante, qui a reconnu mon expérience en matière de comptabilité, ce qui m'a permis d'y entrer en tant que comptable expérimenté. Bien que je n'ai pas été diplômé d'une école de commerce, mes études personnelles ont porté leurs fruits et j'ai même obtenu une augmentation de salaire. J'ai investi une somme importante pour soutenir mon frère, ce qui n'a pas allégé la pression financière à la maison. Malgré les difficultés persistantes, mes parents ont été ravis que je leur verse toutes les économies que j'ai pu faire pour leur donner un peu d'argent de poche. Le soulagement qui se lisait sur le visage de mes parents a renforcé ma détermination à améliorer notre bien-être financier. Lorsque mon jeune frère s'est inscrit dans un lycée prestigieux réputé pour son programme de baseball, je me suis sentie encore plus obligée de l'aider. À la recherche de nouvelles possibilités d'emploi, j'ai reçu un appel d'un comptable m'informant d'un déménagement prochain dans une entreprise plus importante. Connaissant ma formation en comptabilité, il m'a suggéré de postuler à un poste car il recherchait quelqu'un avec mon expertise. Encouragé par cette perspective, je me suis préparée avec diligence à l'entretien et j'ai reçu la nouvelle de mon embauche dans la grande entreprise. Bien que le nouveau lieu de travail s'accompagne d'un plus grand nombre de règles et d'une pression accrue, j'ai accepté de relever les défis. Mon frère m'a assuré qu'il reconnaissait mon travail acharné et m'a encouragé à donner la priorité à ma santé et à ma réussite professionnelle. Reconnaissant de son soutien, nous avons échangé des mots d'encouragement. Quelques mois après mon entrée dans l'entreprise, j'ai croisé la route de mon futur mari, qui travaillait dans l'équipe de planification. Il est entré au service de la comptabilité en raison de divergences dans le traitement des reçus, et c'est à ce moment-là que notre aventure a commencé. Mon mari, avec son intelligence et ses résultats scolaires,
m'a captivé. Il appréciait ma nature attentionnée, qu'il comparait à celle de sa mère. Malgré son comportement quelque peu enfantin, je l'attribuais à ses études approfondies. Le tournant s'est produit lorsque mon mari m'a demandé en mariage, exprimant sa conviction qu'il ne trouverait plus jamais quelqu'un comme moi. Nous avons décidé de nous marier, mais nos différences d'origine familiale ont suscité des inquiétudes. Je me demandais si sa famille aisée accepterait la mienne, qu'il était moins. Cependant, lors de la présentation de nos parents respectifs, mes inquiétudes se sont dissipées, car sa famille m'a chaleureusement accueilli. Mes parents ont eux aussi approuvé mon mari, mais mon jeune frère a exprimé des réserves, invoquant son apparente immaturité. Au cours de la discussion, ma mère est intervenue, soulignant que ma sœur mûrirait avec le temps en s'occupant de lui. Se marier semblait être la bonne chose à faire. Mon frère a donné sa bénédiction et il n'y a pas eu de conflit majeur. Bien que nous vivions à proximité de ma belle famille, ma belle-mère m'appelait souvent. J'essayais de ne pas me laisser stresser, et elle essayait de cacher ses critiques, mais il lui arrivait de dire des choses qui me rabaissaient ou qui rabaissaient ma famille. Ma mère lui a offert une écharpe de marque de luxe, mais même à ce moment-là, elle a mis en doute son authenticité. Cela me faisait mal de penser que ma mère avait dépensé son argent durement gagné pour l'acheter. Il y a eu quelques cas comme celui-ci, mais je les ai ignorés, pensant qu'elle était simplement honnête et directe. Environ un an après notre mariage, ma mère m'a appelé pour m'informer que mon frère s'était gravement blessé à l'épaule et devait être opéré dans un hôpital universitaire de la capitale. Inquiète, j'ai décidé de les accompagner. Le médecin m'a dit que mon frère aurait besoin de beaucoup de temps pour se rétablir après l'opération. Il était en dernière année de lycée et cette blessure survenait à un moment crucial de sa carrière de joueur de baseball. Il était extrêmement bouleversé, alors je suis restée à ses côtés et je me suis occupée de lui pendant son hospitalisation. Mais lorsque je suis rentrée à la maison, le comportement de mon mari m'a semblé étrange. Il ne répondait pas lorsque je lui demandais comment s'était passée sa journée ou s'il avait bien mangé. Le matin, il m'ignorait et partait au travail sans un mot. J'ai commencé à me demander s'il ne s'était pas passé quelque chose sur son lieu de travail. Je suis donc allée à la banque pour vérifier notre compte courant commun, sur lequel nous déposions nos dépenses mensuelles à partir de son salaire. Chose choquante, le solde était complètement épuisé. Sans hésiter, j'ai appelé mon mari et lui ai demandé ce qu'il en était. Il m'a répondu froidement en me reprochant de me soucier davantage de mon frère que de lui. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas choisi de vivre avec mon frère ou de l'épouser. Il m'a accusé de le négliger et de retirer tout l'argent du compte uniquement à cause de la situation de mon frère. Il a même eu l'audace de dire que mon frère, qui était malade à la suite d'une opération et craignait de ne pas pouvoir rejouer au baseball, était déprimé à cause de moi. En colère, il a déclaré qu'il ne contribuerait plus aux frais de subsistance et m'a raccroché au nez. Ces paroles m'ont laissé incrédule et abasourdi. Je n'ai pas pu m'empêcher de retirer de l'argent de mon compte d'épargne d'urgence. Après être rentrée des courses, ma belle-mère m'a appelé pour me demander de venir immédiatement. Elle m'a reproché de passer autant de temps avec mon jeune frère au lieu de m'occuper de mon mari, Henri. Elle s'est demandé qui ferait la cuisine et s'occuperait de notre fils si je continuais à négliger mes responsabilités. Je suis restée silencieuse, car j'avais l'impression que vous vous occupiez bien d'Henri et que vous approuviez notre mariage. Cela ne fait qu'un an que nous nous sommes mariés et si tu te comportes déjà ainsi, je ne le tolérerai pas. Cela m'a rendue furieuse, car je n'avais jamais quitté la maison auparavant et mon jeune frère venait de subir une intervention chirurgicale importante. J'ai précisé que je n'étais pas une domestique, mais son épouse, ce qui n'a fait qu'attiser la colère de ma belle-mère. Elle m'a accusée de manquer d'éducation et de respect. J'étais abasourdie par l'absurdité de la situation. Elle a continué à me réprimander, affirmant que je me disputais toujours avec mon mari et que les femmes ne devaient pas le faire en tant qu'épouse. Il semblait que ma belle-mère me considérait uniquement comme leur gouvernante. Je me suis demandé si je devais supporter ce traitement. Malgré tous mes efforts pour comprendre, cela n'avait aucun sens pour moi. Cependant, j'ai pensé qu'elle pouvait croire que je négligeais mon mari et que je ne m'occupais que de mon jeune frère. Pour tenter de désamorcer la situation, je me suis excusée et je suis rentrée chez moi. Lorsque mon mari est revenu ce soir-là,
il m'a remis une enveloppe contenant de l'argent pour nos dépenses mensuelles. Il a fait une exception cette fois-ci, puisque je m'étais excusée, mais il m'a prévenu de ne pas recommencer. Il était clair qu'il se sentait blessé par mon absence prolongée de la maison. Cependant, même après cela, mon mari a commencé à réduire nos dépenses. Si je le mécontentais, il confisquait même ma carte de crédit. Chaque fois que cela se produisait, ma belle-mère m'appelait et m'insultait, prétendant que je n'avais rien appris et que je manquais de bons exemples dans mon éducation. Mon corps s'est alors alourdi et il y a eu de nombreux jours où je n'avais pas d'appétit. Lors d'une visite à l'hôpital, j'ai appris que j'étais enceinte de 6 semaines. Cette nouvelle ne m'a pas du tout réjouie. Néanmoins, j'ai accepté l'idée et je me suis promis de donner le meilleur de moi-même. Je ne pouvais pas me résoudre à être négative. J'ai donc annoncé la nouvelle de ma grossesse à mon mari le soir même. Il m'a toutefois répondu par un avertissement, me disant que je ne devais pas utiliser ma grossesse comme excuse pour négliger les tâches ménagères et me rendre simplement chez mes parents. Il m'a clairement fait comprendre qu'il ne tolérerait pas un tel comportement. À ce moment-là, je me suis demandé pourquoi il m'avait épousée en premier lieu. Je me suis souvenu que lorsqu'il m'avait demandé en mariage, il m'avait dit qu'il ne pensait pas trouver quelqu'un d'autre qui s'occuperait de lui autant que moi. Il est devenu évident que mon mari cherchait à remplacer sa mère. Au fil du temps, j'ai commencé à regretter mon mariage. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsque le jeune frère de mon mari a présenté sa future épouse à la famille. Ma belle-mère était tout sourire et a tenu à me dire, comme si c'était pour moi, que cette nouvelle femme venait d'un bon milieu et qu'elle avait une grâce différente de la mienne. J'ai discrètement épluché des fruits dans la cuisine et les leur ai offerts, mais ils n'ont pas semblé reconnaître ma présence. Ils riaient, mangeaient et discutaient entre eux sans se soucier d'où j'étais ni de ce que je faisais. C'est alors que j'ai réalisé le peu de cas qu'ils faisaient de moi à leur mariage. Ce jour-là, je portais une robe longue. Cependant, ma belle-mère a insisté pour que je nettoie après les invités dans la salle de réception. J'ai fait de mon mieux pour être prudente et ne pas salir ma robe, mais j'étais continuellement occupée à nettoyer. Chaque fois que je parvenais à reprendre mon souffle, elle me demandait de remplir les verres et d'effectuer d'autres tâches. Malgré la disponibilité d'autres serveurs, elle m'obligeait à servir les clients. Il est devenu évident que je n'étais rien de plus qu'une aide ménagère pour eux. Comme je n'avais nulle part où m'asseoir, je suis restée debout pendant toute la durée de l'événement. En conséquence, je me suis surmenée et j'ai ressenti des douleurs physiques dans tout le corps. J'ai décidé de parler à mon mari et de lui demander si nous pouvions partir. Cependant, il semblait enthousiaste et heureux de socialiser avec ses proches. J'ai trouvé le courage de lui dire « Chérie, rentrons à la maison. Je ne me sens pas bien. » Sa réponse a été dédaigneuse, suggérant que si j'étais malade, je devais rentrer seule à la maison. C'était comme s'il n'avait aucun lien avec moi. Je me suis retrouvée à devoir partir seule. Cette nuit-là, j'ai fait une fausse couche. J'ai pleuré de façon incontrôlable, car personne ne m'a accueilli ou n'a semblé me voir. Personne ne m'a accueilli ni n'a semblé s'intéresser au bébé, et je me suis sentie coupable d'avoir perdu notre enfant. Je suis restée seule à l'hôpital et, une fois sortie, j'ai rassemblé mes affaires et je suis allée chez mes parents. Ni mon mari ni ma belle-mère n'ont pris la peine de m'appeler, pas même une seule fois. Quelques jours plus tard, lorsque mon état s'est amélioré, je me suis rendue sur le lieu de travail de mon mari et lui ai demandé le divorce. Ne venez pas me voir tout d'un coup. Comme si vous vouliez m'humilier devant les autres. C'est la première fois que tu me vois depuis que je suis partie sans rien dire. Alors, c'est tout ce que tu as à dire, qui t'a dit de partir d'ailleurs? Vous avez une personnalité bien particulière. Sur ce, il a quitté brusquement le café. En rentrant chez moi, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Elle me reprochait d'être partie par ma faute et de devoir payer une pension alimentaire parce que notre enfant avait fait une fausse couche. Elle a menacé de me poursuivre en justice pour obtenir de l'argent et de tout prendre. Vous comprenez, ces paroles étaient presque menaçantes et intimidantes. Ni l'un ni l'autre ne s'est soucié de ce qui était arrivé à notre bébé ou de la façon dont je m'en sortais à 31 ans. Pour une femme, décider de divorcer est une décision importante. Les menaces de ma belle-mère m'ont fait frissonner.
J'avais toujours l'impression que je ne pouvais pas continuer à vivre avec mon mari. Mes parents ont exprimé leur compréhension et ont emprunté de l'argent à différentes sources pour m'aider à payer la pension alimentaire. Avec le recul, mon mari et ma belle-mère ont été exigeants même après le divorce. Si j'avais retrouvé mes forces, j'aurais pu engager un avocat et leur demander des comptes. Mais à l'époque, je n'osais pas le faire. Même après le divorce, je suis restée longtemps à la maison. Lorsque je sortais, j'avais l'impression que tout le monde me dévisageait et chuchotait à mon sujet. Je n'avais pas le courage de sortir et de trouver un emploi. Pendant ce temps, mon jeune frère, qui étudiait au Japon, est revenu pendant ses vacances. Il s'est blessé à l'épaule et n'a pu bénéficier d'aucun soutien à la maison. Il a donc abandonné le baseball et s'est rendu au Japon pour avoir une seconde chance de faire des études, car les étudiants étrangers étaient autorisés à travailler à temps partiel dans ce pays. De plus, il parlait couramment la langue. Lorsque mon frère a vu que je restais à la maison, il a proposé de créer une entreprise ensemble. Quel genre d'entreprise pourrions-nous créer? Il y a plusieurs choses qui plaisent aux femmes d'ici, même si elles ne sont pas très chères, tout comme les vêtements. Nous pourrions peut-être importer quelques articles et les vendre. C'est ainsi que mon frère et moi nous sommes lancés dans un petit commerce d'importation, qui a marqué le début de notre voyage vers le centre commercial en ligne que j'exploite actuellement. Je me concentrais principalement sur l'importation de produits susceptibles d'intéresser les jeunes mères ou les femmes actives. Je dressais une liste et l'envoyais à mon frère, qui se procurait les articles et me les expédiait. C'était très agréable de faire des affaires de cette manière, et comme j'étais initialement attiré par l'aspect commercial, j'ai décidé de m'aventurer officiellement dans l'importation. Heureusement, mon jeune frère étudiait la gestion d'entreprise au Japon, ce qui s'est avéré très avantageux. Quelques années plus tard, après que mon frère a terminé son service militaire et obtenu son diplôme, nous avons mis en commun nos économies et créé une petite entreprise. Les débuts ont été faciles grâce aux relations que mon jeune frère avait établies au Japon. Au fur et à mesure, nous avons élargi notre offre pour y inclure des produits haut de gamme que les Européennes apprécieraient. Nous avons également importé des savons et d'autres produits de consommation courante de différents pays. Avec la croissance progressive, j'ai fini par rencontrer quelqu'un et je me suis remariée. Mon nouveau mari, qui occupait un poste de cadre dans une entreprise de taille moyenne, a proposé que nous ouvrions un centre commercial en ligne, car de plus en plus de gens commençaient à se tourner vers l'Internet. En travaillant dur aux côtés de mon jeune frère, j'ai fini par devenir PDG d'une entreprise assez importante au bout de 15 ans. Bien sûr, avant cela, mon frère et moi étions copropriétaires, mais nous n'avions que 5 employés au maximum à l'époque. Cependant, au fur et à mesure que nous exploitions notre centre commercial en ligne, le nombre d'employés a dépassé les 20. Il peut sembler amusant de revendiquer le titre de président d'entreprise avec seulement 20 employés, mais cela a été une expérience émouvante pour moi, surtout parce qu'il y a eu une période où je ne pouvais rien faire. La suggestion de mon jeune frère de travailler ensemble a joué un rôle crucial en m'aidant à devenir un membre productif et fier de la société. En outre, au cours de ce voyage, j'ai eu la chance d'avoir une magnifique fille. Par la suite, j'ai été invitée à prendre la parole lors d'un séminaire destiné aux femmes entrepreneurs, où j'ai donné une brève conférence. Ensuite, pendant la pause déjeuner, j'ai décidé de visiter brièvement l'entreprise de mon mari, qui se trouvait à proximité. À ce moment-là, son entreprise recrutait des personnes expérimentées. En entrant dans les locaux, j'ai remarqué que plusieurs personnes attendaient sur des chaises leur entretien. Ne voulant pas les déranger, je me suis retournée discrètement pour partir. Cependant, quelqu'un m'a soudainement attrapée par derrière. Lorsque je me suis retournée pour voir de qui il s'agissait, je me suis retrouvée face à face avec mon ex-mari. On dit que l'on peut oublier une personne que l'on a frappée, mais que l'on ne peut jamais vraiment oublier la personne qui vous a frappé. Les sentiments contradictoires qui m'habitaient étaient écrasantes. Les souvenirs du passé envahissaient mon esprit et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de malaise. Étonnamment, la personne en question s'est approchée de moi d'un air nonchalant, comme si rien d'important ne s'était produit. Cela faisait longtemps que nos chemins ne s'étaient pas croisés. Curieux. Je me suis enquis de la raison de leur présence. Cependant,
Je ne pouvais ignorer le désespoir subtil qui se reflétait dans leur expression. Alors que nous engagions la conversation, un employé est apparu, annonçant l'arrivée de Monsieur Henry Smith pour un entretien. L'instant d'après, mon ex-mari est apparu, demandant l'autorisation de procéder à l'entretien. Des souvenirs désagréables de notre temps ensemble ont refait surface, mais j'ai serré les dents et les laissé passer. Quelques jours plus tard, il s'est approché de moi et m'a fait part de sa situation difficile. Il était licencié et au chômage depuis des années. Sa femme remariée avait également emménagé chez ses parents. Froidement, j'ai affirmé que je n'étais pas son sauveur. Malgré mon refus, il a persisté, plaidant pour une recommandation favorable. Ses appels incessants m'ont amené à bloquer son numéro, mais il a persisté et s'est présenté sur mon lieu de travail. Frustré, j'ai réitéré la rupture de notre lien. Menaçant de faire appel à la police, je pensais en avoir fini avec lui. J'étais loin de me douter que la situation allait s'aggraver lorsqu'il est revenu avec sa mère. Sa mère, qui était autrefois ma belle-mère, a conservé son arrogance. Elle s'est interrogée sur mon changement de comportement et m'a rappelé mon ancienne position dans leur foyer. Mon mari actuel est intervenu, exprimant son mécontentement face au mauvais traitement subi par sa femme. Dans une tournure dramatique, il a été révélé que j'avais précédemment interviewé Monsieur Smith, laissant mon ex-mari et sa mère en état de choc. Déconcerté, il a trébuché sur ses mots, niant toute mauvaise intention. Je voulais simplement vérifier si quelqu'un l'avait reconnue parce qu'elle allait bien, et j'ai haussé le ton. Pourquoi voulez-vous savoir si vous en avez la capacité une fois que vous avez été embauché? Si vous m'approchez à nouveau à l'avenir, j'obtiendrai une ordonnance restrictive du tribunal. Par conséquent, dépêchez-vous de partir avec votre mère bien-aimée. Par la suite, mon ancienne belle-mère m'a dit, il semble que j'ai commis une grave erreur. Je demandais simplement une référence positive pour mon fils, mais j'espère qu'il n'y a pas de malentendu. Qui demanderait un éloge? La façon dont vous vous renseignez, est-ce que cela a un sens? Comment ai-je pu changer aussi radicalement? Comment ai-je pu ne pas changer? Vous ne m'avez jamais traité comme un membre de la famille et vous m'avez même menacé si je ne m'occupais pas de votre fils comme vous le souhaitiez. Réfléchissez à vos premières actions. Vous vouliez uniquement un employé et m'avez forcé à l'épouser, mais maintenant, pourquoi discutez-vous de quelque chose qui n'a rien à voir? Ces deux personnes vont partir, alors renvoyez-les rapidement et ne les autorisez pas à revenir dans l'entreprise. Mon ex-mari et ma belle-mère n'ont pas pu parler davantage et ont été escortés. Je n'avais pas l'intention d'aller aussi loin devant mon conjoint actuel, mais leur comportement audacieux m'a mise en colère. Je suis très reconnaissante à mon conjoint d'être resté à mes côtés. Comment ai-je pu rencontrer une personne aussi gentille? En fin de compte, mon ex-mari n'a pas réussi à obtenir un poste dans l'entreprise, même si ce n'est pas uniquement à cause de cet incident. Ses performances ont été médiocres. Entre-temps, je travaille toujours aux côtés de mon frère et notre enfant grandit bien. De plus, ma relation avec mon mari est florissante. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de mes ex-beaux-parents après cette période. Ils mènent probablement une vie confortable quelque part. Lorsque je n'étais pas consciente de beaucoup de choses, j'avais l'habitude de blâmer mes beaux-parents. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à réfléchir aux situations déchirantes auxquelles j'ai été confrontée en travaillant avec mon frère et en rencontrant encore plus de difficultés. C'est à un moment où j'avais acquis un peu plus de force que j'ai rencontré mon mari actuel. Si j'avais eu un peu plus de force dans le passé, je n'aurais pas rencontré de telles personnes. Je m'efforce de prendre davantage soin de moi et de vivre au mieux de mes capacités. J'espère que tout le monde est heureux et en bonne santé, et que toutes vos entreprises sont couronnées de succès. N'hésitez pas à me soutenir par des commentaires positifs et en vous abonnant, cela m'aiderait grandement. Je vous souhaite une excellente journée.